Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Gabon en première. En ouverture de cette édition d'information, les activités du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema qui a reçu ce matin au Palais Rénovation le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Gabon, région Afrique de l'Ouest et du Centre. Au cœur des échanges, l'appui de cette institution financière internationale au processus de transformation et d'accompagnement du Gabon. Communication présidentielle. La coopération entre le Gabon et la Banque mondiale est au beau fixe, comme en témoigne cette audience entre le président de la transition et Cheikh Fantamadi Conté, directeur des opérations pour le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et la République du Congo. Cette rencontre a permis d'échanger sur plusieurs sujets structurants visant à accompagner le président de la République dans sa vision. Nous avons fait le point de la coopération entre la République gabonaise et la Banque mondiale. Nous avons profité de cette occasion pour écouter la vision du chef de l'État, sa vision pour le Gabon. Nous avons discuté de comment la Banque mondiale peut contribuer à la réalisation de cette vision. Nous avons ici un portefeuille de projets déjà en cours d'exécution qui touche dans les domaines du numérique, donc du digital, mais aussi nous avons un important pipeline, donc de projets en préparation, qui s'adresse à quelques priorités du Gabon. Nous avons un projet d'investissement en préparation qui va toucher 7 villes secondaires du pays à travers des investissements dans les voiries urbaines, dans les infrastructures de base. Donc nous avons discuté avec le chef de l'État comment accélérer la mise en œuvre de ces projets-là. Et nous avons aussi un deuxième projet dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'électricité. Donc ce fut des échanges assez cordiaux, mais surtout instructifs pour nous et qui vont nous permettre de prioriser nos investissements ici en République gabonaise et de nous assurer que notre appui auprès des populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie sera le plus efficace possible. Plusieurs projets d'investissement sont déjà en cours au Gabon. L'institution financière entend accompagner le pays afin de promouvoir un développement vert et résilient pour les populations. Et le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est attendu dans la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime. Le président de la transition échangera avec les populations de Port-Gentil et du district de Paga. Ce sera l'occasion d'échanger sur le bilan et perspectives en matière de développement enregistré dans cette province. Communication présidentielle. Les 164 km qui séparent Libreville de la capitale économique Port-Gentil ne constituent en rien un obstacle face à l'intérêt que porte le président de la transition vis-à-vis des populations de cette province, tout comme celles des autres localités d'ailleurs. Brice Clotaire Oligui Nguema à nouveau dans l'Ogooué-Maritime, la visite suscite engouement. La première étape est l'aéroport rebaptisé Aéroport international Joseph Rendjambé Issani, du nom de l'un des fils de la localité qui a marqué l'histoire politique du Gabon, né en 1937 et décédé tragiquement en 1990. Le chef de l'État rendra hommage également aux victimes de la plateforme de Bécuna, site offshore Tchatambé de Perenco, Oil et Gaz Gabon, avec les populations du district de Mpaga, dans le département de Benjé. Le chef de l'État échangera à cœur ouvert avec ses compatriotes sur les questions de développement communautaire, éducation, santé, voies de communication, chômage des jeunes, croissance économique. Activité à la primature, le Premier ministre Raymond Dansima, par ailleurs président de la commission interministérielle sur le cadre de négociation sociale avec les organisations syndicales des régies financières et administrations assimilées, a reçu ce lundi le rapport sanctionnant les travaux du comité technique chargé de mener les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La cérémonie a eu lieu à la primature en présence des responsables des syndicats des ministères du budget, de l'économie et du pétrole. Communication primature. Les négociations sociales inclusives, l'administration et les partenaires sociaux ont permis de revisiter le fichier des effectifs et des primes des régies financières et administrations assimilées.
Cet exercice, pris conformément à l'arrêté 60 du 8 mars 2024 et suivant le cahier des charges des partenaires sociaux, a traité de la révision du texte encadrant la prime de performance budgétaire, de l'harmonisation des grilles de calcul, de l'examen de la levée de la décote et du paiement des aérés des primes ainsi que de la régularisation des situations administratives. Les vérifications effectuées ont mis à jour 22 anomalies, traduisant ainsi la non-conformité au texte qui encadre la prime. Au nombre des éléments, 293 bons de caisse, juin, septembre et novembre 2024, non perçus jusqu'à ce jour, représentant un montant global de 100 421 508 francs CFA en possession de la commission interministérielle qui, pour des besoins d'équité et d'efficacité, a formulé des recommandations allant du toilettage du fichier de la PPB par le retrait des personnels non éligibles de son octroi aux seuls agents en situation administrative régulière et de la refonte totale du système actuel de la PPB par la mise en place d'un système informatique et d'un manuel de procédure de gestion de cette prime. L'aboutissement de ce travail est le fruit d'une franche collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Avec ce chantier relatif à l'audit des effectifs et des primes, le gouvernement, sous la houlette du président de la transition, a attaqué un problème resté longtemps sans solution. Satisfait du travail abattu, le Premier ministre a indiqué aux partenaires sociaux qu'une rencontre immédiate se tiendra avec les ministres de l'économie, du budget et du pétrole en vue d'une issue définitive à ce dossier. Et puis, débuter ce matin et ce jusqu'à demain, les assises sur le programme national de développement post-transition se tiennent à Libreville. Il s'agit de mettre en place un plan d'action concret à l'aube de la fin de la transition au Gabon. On fait le point avec Yannick Menga de notre rédaction. Cette rencontre a pour objectif de renforcer la résilience économique du Gabon et explorer les solutions novatrices pour un financement durable de son développement. Regroupant ainsi à Libreville les experts et chefs d'administration et institutions en rapport avec la thématique, une volonté émanant du chef de l'État, ici représenté par le vice-président accompagné des membres du gouvernement. Et les objectifs sont clairs. Depuis le 30 août 2023, nous avons remis le pays sur la voie de la stabilité, engagé des réformes structurelles et initié de grands projets d'infrastructure, avec pour objectif d'accompagner durablement la croissance et d'améliorer le quotidien de chacun de nos concitoyens. Notre ambition repose sur des engagements clairs, des réformes courageuses et des actions concrètes. Il est essentiel d'adopter une approche holistique du financement. Cela signifie mobiliser une combinaison des financements nationaux, internationaux, publics, privés, pour répondre aux défis complexes du développement durable. Il est important que les acteurs qui n'ont jusqu'à présent pas toujours été priorisés dans nos schémas de développement, et là je fais particulièrement référence aux entrepreneurs, soient appuyés, accompagnés pour que nous quittions notre modèle d'économie essentiellement basé sur la vente à un modèle économique de production. De ces travaux, prévus pour durer 2 jours, émaneront des recommandations qui feront office de plateforme d'appui au plan national de développement post-transition. Le gouvernement vient de mettre en place une brigade de la chasse et d'atténuation des conflits hommes-faune. Le ministre des Eaux et Forêts a procédé ce matin au lancement de ces activités. Dans le même temps, des victimes de ce conflit ont reçu leur chèque en guise d'indemnisation des dommages causés, entre autres, par les éléphants. On fait le point avec Teplar et Banabé Solo et Francis Ngomo. La coexistence difficilement pacifique entre l'homme et l'animal sauvage, le gouvernement déploie une approche beaucoup plus pratique. Le ministre des Eaux et Forêts met ici en selle une brigade de chasse et d'atténuation de conflits hommes-faune avec des tout-terrains neufs et divers autres moyens. Ce projet s'inscrit dans la politique du président de la transition. Notre stratégie nationale vise à promouvoir une coexistence pacifique entre les populations humaines et la faune sauvage. Le conflit homme-faune affecte depuis plusieurs années, à des niveaux variés, les populations rurales sur toute l'étendue du territoire. Cette cérémonie a été également l'autel des corrections des injustices
et des réparations des préjudices avec la remise des chèques aux victimes. Chaque année, l'administration des eaux et forêts reçoit environ 5000 plaintes concernant les dommages causés par les pachydermes. Nous recensons environ 60 blessés et 50 décès. À ce jour, 26 familles endeuillées entre 2018 et mi-2023 ont déjà reçu un soutien de l'État à hauteur de 10 millions de francs CFA par famille. Pour les victimes ou leurs parents, l'État a réagi dans les délais. C'est un sentiment de satisfaction, pas parce qu'on a perdu un parent, non. Parce que l'État a réagi. L'éléphant a percé le ventre, l'éléphant a cassé la colonne vertébrale et le pied que vous voyez là. Je ne peux plus faire quelque chose, je vivais qu'avec les plantations. C'est nous-mêmes, les parents de la victime, on a tout fait pour enterrer mon petit frère. Je remercie Monsieur le Président de la République. Le conflit homme-faune reste à la fois une question de sécurisation des populations rurales et de solidarité. L'État planche aujourd'hui sur la possibilité de créer un fonds d'indemnisation des pertes de culture, de soutien financier et médical ou de décès. Allons à Bakumba, dans le Haut-Ogooué, où les membres du gouvernement Gilles Nembe et Léopold Batolo ont présenté le projet de construction de la nouvelle usine de Provendéry devant générer 150 emplois directs pour un coût total de 2 milliards de nos francs. La présence des experts à Bakumba est venue lancer les travaux de ce vaste projet estimé à une durée d'1 an. Le point avec Michel Ndo. Apporter des solutions idoines au problème du chômage qui touche une grande partie de la population de l'Ekoko. Après la fermeture du téléphérique il y a plus de 3 décennies, le ministre des Mines et l'administrateur directeur général de la Comilogue ont présenté aux populations de Bakumba et ses environs un nouveau projet. La Provendéry que l'ADG de Comilogue est en train de construire là, ça là c'est 150 emplois. Quand je vous dis que l'ADG c'est mon grand frère et qu'il est là pour nous, c'est ça la vérité. 2 milliards qui sont en train de sortir pour que nous ayons le travail. L'ADG de la Comilogue est revenu sur les caractéristiques de cette Provendéry. À côté de la nourriture de poisson, on va fabriquer la nourriture du bétail et de la volaille. Donc on aura une usine avec produits pour encourager toute la structure agroalimentaire, pisciculture, bétail et volaille. C'est un très grand projet dans lequel on espère une forte mobilisation des populations. Léopold Batolo a invité les populations à la patience. Les problèmes, il y en a beaucoup, le ministre l'a dit, on ne peut pas tout résoudre. Mais on est obligé de prioriser pour qu'on puisse adresser ces questions avec méthodologie. Et l'un des principes de base de ces réunions, c'est le parler vrai. Estimé à 2 milliards de nos francs pour une durée d'1 an et demi de travaux, la présentation des experts devant conduire ce vaste chantier est venue matérialiser cette usine de Provendéry. Nous restons à l'intérieur du pays où le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Marcel Ibinga, épouse Ititsa, a visité récemment le chantier de construction de l'université de Mouila, initié par le comité pour la transition et la restauration des institutions. Objectif, s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Maël Mabunda, notre correspondant pour Le Point. Allez vite et bien, c'est la volonté affichée par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la transition, le général des brigades Brice Clotaire Oligui Nguema, en ce qui en est des travaux de construction de l'université de Mouila. Et c'est pour répondre à cette exigence que le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Marcel Ibinga, épouse Ititsa, a visité le dit chantier ce dimanche 16 mars. Je suis là pour voir avec vous à quel niveau êtes-vous, qu'est-ce qui reste à faire et quel est le deadline que vous nous donnez pour livrer ces chantiers. Cette descente de terrain, comme partout ailleurs, obéissait à un double objectif. Suivre l'évolution des travaux de construction de ce vaste chantier initié par le comité pour la transition et la restauration des institutions et de s'assurer de l'effectivité des travaux. Vous retournez, vous regardez là où il y a les photos rouges et blancs, vous allez voir qu'on est presque au niveau de la route. Contrairement à ce que les gens font, ce n'est pas la route qui donne l'eau. Malgré les quelques difficultés constatées,
la patronne de l'enseignement supérieur au Gabon a pu voir le niveau d'exécution réel des 10 travaux afin de mener à terme ce projet d'envergure, ce dans les délais requis. C'est très important que je sois ici aujourd'hui parce que c'est un chantier auquel le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, y tient. En échangeant avec l'entreprise, nous voyons effectivement que les travaux avancent bien et qu'ils peuvent être livrés dans les délais requis. C'est très satisfaite de la bonne tenue des délais d'exécution des travaux que le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Marcel Ibinga Epuzititsa, est réparti. Signature de convention de l'accord de construction et de maintenance au câble sous-marin entre Medusa Afrique, opérateur international, et ACE Gabon. Le partenariat débouchera sur l'installation à venir d'un câble sous-marin futuriste et plus dense en termes de capacité de transport des signaux de communication à travers les étendues d'océan et de mer. L'événement était présidé par le ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. Le point avec Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Le saut dans le futur s'amorce ce jour avec la signature de la convention de l'accord de construction et de maintenance du câble sous-marin, fruit d'un compagnonnage fructueux Medusa Afrique et sa filiale ACE Gabon. Le développement des infrastructures permet d'accélérer le développement de l'économie en général et acquérir un câble de dernière génération, c'est de se donner des atouts pour le développement du pays. Ce contrat est paraphé sous l'onction du ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, général de brigade Bonjean Rodrigue Mbonza Bagni, entouré de 3 de ses collègues, Jeannot Kalima de la fonction publique, professeur Adrien Mugungu de la santé et Philippe Tonangoy de la formation professionnelle. Le PDG de Medusa Afrique révèle l'avancée technologique qui découlera du déploiement du câble sous-marin. L'importance du projet Medusa au Gabon, c'est tout d'abord déjà pour la résilience des services de communication électronique pour ce qui est du Gabon, d'accord? Et puis un apport significatif dans la croissance économique. Le patron de l'économie numérique salue le caractère sécurisation et équilibrage des réseaux avec en toile de fond une réelle industrialisation du numérique gabonais. Un très gros intérêt parce que la signature de ce jour qui concrétise ou qui traduit en acte l'une des instructions que nous a donné son Excellence le président de la transition, Jean de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a demandé de faire en sorte que les infrastructures numériques soient essaimées sur toute l'étendue du territoire. Le câble actuel, nous sommes en fin de vie, donc il fallait par anticipation trouver un partenariat pour nous accompagner, d'autant plus que le président a également demandé de faire du numérique un hub en Afrique centrale, mais également un levier de diversification de notre économie. Port-Gentil est aux avant-postes, une connectivité est établie avec l'Afrique du Sud, l'Angola, le Nigeria, les villes de Marseille et de Barcelone. Une ère nouvelle en perspective pour le Gabon. Parlons des responsables de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui viennent de lancer une mission de suivi de l'état d'avancement des travaux des recettes, y compris la mise en service de 10 sites de services universels avec l'opérateur Move Afrique Gabon Télécom à travers le territoire national. La première étape de ce périple a conduit cette délégation au village Ramboué-Chantier dans l'estuaire où la connexion au réseau mobile est déjà effective. On en parle avec Cyril Bertrand Galeko et Cyriac Harris. Restés longtemps sans être couverts par le réseau de téléphonie mobile, les populations de la Ramboué peuvent aujourd'hui manifester leur enthousiasme à l'arrivée de la connexion Internet dans leur village. Avant Gabon Télécom, on n'avait même pas de réseau. Depuis qu'ils ont installé l'antenne là, on est vraiment à l'aise. On a le réseau partout. C'est pour l'antenne, ouais. Mais ça va non, ça va là-bas. Monsieur, bonjour. Oui, c'est l'ARCEP. On est venu vérifier si la connexion se passe bien ici, dans ce village. Et là, on constate qu'on vous appelle par WhatsApp. Tout est vraiment propre, comme si on était à Libreville. Est-ce que vous nous entendez très bien? Est-ce que vous nous voyez? Vous nous écoutez parfaitement. Nous sommes très contents de voir cette antenne implantée chez nous. Parce qu'on était vraiment coupés du monde. Mais vraiment que le président de la République a pensé à nous, vraiment nous sommes très contents.
Le pylône placé pour couvrir plus de 4 km aux alentours a été réalisé aux normes internationales et offre plusieurs garanties aux populations environnantes. C'est un projet que l'État, à travers l'autorité de régulation, ils ont mis en place et nous, on a accepté d'accompagner le régulateur. C'est une nouvelle technologie qu'on a mise en place pour les villages à faible densité. Donc ça couvre environ les villages qui ont entre 50 et 200 habitants. Cette technologie, réalisée grâce aux autorités de la transition, est l'une des réponses aux nombreuses préoccupations des populations gabonaises. Contrôler si effectivement le réseau passe, parce que cela a un impact sur les populations. C'est un ressenti de satisfaction. Vous entendez les populations qui chantent, cela veut dire que ce site est vraiment opérationnel et c'est pour nous, l'ARCEP, vraiment un grand sujet de satisfaction d'avoir pu réaliser cet objectif stratégique du président de la transition. L'objectif global visé par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes est de couvrir les villages n'ayant pas de réseau de téléphonie mobile sur le territoire national. Voilà, hors de nos frontières, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a tenu une conférence de presse à l'occasion de la double session annuelle du gouvernement chinois, occasion de revenir sur les tenants et aboutissants de la coopération sino-africaine en général et sino-gabonaise en particulier. Yannick Menga pour le point. De ce qui ressort de cette conférence de presse, l'Afrique est sans aucun doute le continent d'avenir du XXIe siècle. En effet, son développement est une clé pour une modernisation globale. De nos jours, une nouvelle ère s'ouvre. Les Africains prennent leur destin en main et deviennent les acteurs majeurs de la coopération internationale. Pour soutenir cette dynamique, écouter leurs besoins et y répondre est essentiel. Les projets concrets illustrent la collaboration sino-africaine. Prenons l'exemple du Gabon. La rénovation du bâtiment du Sénat a débuté en décembre 2024. Menée par l'entreprise chinoise CCECC. Ce chantier de 20 mois modernisera l'infrastructure électromécanique, les systèmes anti-incendie et les espaces intérieurs. Ce projet symbolise la coopération sino-africaine, alliant savoir-faire technique et priorités locales. Comme le souligne le ministre Wang Yi, la Chine et l'Afrique sont les partenaires fraternels. Leur collaboration a atteint un niveau sans précédent. Depuis 25 ans, le Forum de la coopération sino-africaine FOCAC a permis de construire 100 000 km de routes et 10 000 km de voies ferrées, tout en créant 1,1 million d'emplois en 3 ans. La Chine reste aussi le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 16 ans. Parlons à présent du lancement de la semaine Trisomie 21 ce matin au Centre national Ndossi et à Konga. L'événement a donné lieu à une marche pour marquer la différence avant l'ouverture des ateliers de sensibilisation. Le point avec Léa Bifane et Pierre Claverilla. La levée des couleurs au Centre national Ndossi à Konga ce jour est particulière avec toute une semaine consacrée à la sensibilisation sur la trisomie 21. Tous en chaussettes dépareillées, les membres du gouvernement aux côtés des enfants trisomiques, parents, ONG et associations ont marché pour marquer la différence. C'est une journée qui vise à sensibiliser sur cette pathologie et à promouvoir également l'inclusion sociale et le bien-être des personnes qui sont touchées par la trisomie 21. Nous savons que le bien-être et l'inclusion sociale sont des priorités du gouvernement, des priorités du chef de l'État. Renforçons nos systèmes de soutien et bâtissons une société inclusive. La problématique de cette semaine de la trisomie 21 invite à l'acceptation et à l'accompagnement des enfants trisomiques. Pour le mien, il est trisomique et c'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, j'accepte la différence. Tu as les regards de tout le monde. Je vais accompagner mon enfant. Quoi qu'on dise, effectivement, il faut bien que je l'accompagne. Je ferai tout pour lui. Nous, c'est un honneur d'être à côté du ministère des Affaires sociales pour soutenir la cause des enfants atteints de la trisomie 21. En tant que parent, ce n'est pas facile chaque jour de vous lever, de regarder l'enfant, de prendre soin d'un enfant qui est atteint de la trisomie 21, je vous assure. L'occasion pour moi ici d'encourager toutes ces familles-là. Ce ne sont pas des enfants maudits. Ce sont des enfants différents, qui ont un potentiel. Et ces enfants ont besoin d'amour, ces enfants ont besoin de la présence de leurs parents et de l'État.
Avec une journée internationale dédiée à la trisomie 21 célébrée chaque 21 mars, les différentes activités de cette semaine meublées par des consultations, formations et ateliers au Centre national Ndossi et Akonga se tiennent en prélude à cette journée. Et dans le cadre de ces activités sociales pour l'année 2025, l'Atlantique Financière Group ex-BICIG vient de procéder à la remise d'un don de matériel aux pensionnaires du Centre national de gériatrie de Mélène. Le compte rendu de l'événement avec Jean de Dieu Ogoms Ngombi et Francis Ngomo. Ils sont 18 pensionnaires, hommes et femmes, du Centre national de gériatrie de Mélène qui bénéficient de ce don composé de Vucchai et du mobilier offert par l'AFG Banque du Gabon. C'est dans la continuité en fait des événements que nous avons prévus déjà sur l'année. L'accompagnement est venir en complément des actions que peuvent mener le gouvernement ou nous sommes une banque citoyenne et dans ce sens nous pensons que accompagner les personnes déjà des personnes âgées c'est une gloire pour nous de les avoir encore parmi nous et surtout de participer à leur... On a trouvé un dispositif très bien structuré. On a trouvé des personnes âgées en bonne constitution physique. C'est très important et si on peut contribuer à notre petite échelle, c'est déjà un plus pour ce centre. Ce don de la direction générale d'AFG Bank rentre dans le cadre de la politique sociétale de cette entreprise dite citoyenne. C'est une joie pour nous qui recevons ce don ce matin de la part de AFG Bank. Alors, nous sommes plus que émus parce que vous savez que l'État-providence n'existe plus, les moyens de l'État deviennent insuffisants. Lorsque nous recevons ce don, ce matin, nous sommes en joie. Vraiment, merci pour la banque AFG. Et nous allons utiliser ça à bon escient au profit de nos résidents que nous gardons. La visite des lieux a clos cette cérémonie de remise de dons au Centre national de gériatrie de Mélène. Sortir des sentiers battus pour être plus près des populations, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS a posé ses valises dans la ville de Bitam pour apporter un tant soit peu un soulagement aux populations atteintes de diverses pathologies. Dave Moubele-Pendi, Chrislem Maïnda pour Le Point. Près d'un millier de Gabonais de la ville des Trois-Frontières ont bénéficié de consultations, traitements et soins gratuits de la part de la CNAMGS. On a toutes les spécialités. Les consultations vont commencer maintenant. La CNAMGS chez vous est un concept innovant pour anticiper en amont certaines pathologies qui arrivent tardivement au niveau de la prise en charge. La rhumato aussi, hein? Les papas, voilà, maman, voilà. Elle est venue, elle est là, elle est là, elle est là. Regardez là. Elle va vous soulager. Vous venez comme ça et vous allez repartir comme ça. Hein? Les personnes du troisième âge ont, au-delà des soins reçus, bénéficié d'un bon d'achat, œuvre de bienfaisance des plus hautes autorités à l'endroit des personnes de cette couche sociale. Les hommes de plus de 50 ans, il y a le dépistage du cancer de la prostate. On va vous faire un examen. Donc tous ceux qui savent qui sont déjà dans la tranche d'âge, il faut aller voir le médecin spécialiste pour qu'on vous fasse des examens. La CNAMGS chez vous, qui se rapproche des populations, a eu le mérite d'enrôler plusieurs compatriotes qui ne l'avaient pas encore fait par le passé. Levée de grève des agents de la main-d'œuvre non permanente au terme de plusieurs jours de piquet de grève au gouvernorat de Logoué-Lolo. Cette décision est le fruit des négociations entamées avec Éric Dani Mweli, membre de la Commission nationale de négociation. Était présent pour le compte de Gabon Première, notre correspondant Dieudonné Rongo. C'est sous les auspices d'Éric Dani Mweli que les agents de la main-d'œuvre non permanente de Logoué-Lolo, réunis au sein du CITRAMOL, le syndicat des travailleurs de la main-d'œuvre de Logoué-Lolo, viennent de lever leur mouvement d'humeur enclenché depuis le 12 février 2025. Membre de la Commission nationale de sortie de crise entre le gouvernement et les agents de la main-d'œuvre non permanente, commise par le président de la République, président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, Éric Dani Mweli a
à bâton rompu, échanger avec les syndicalistes pour les amener à apprécier les avancées significatives obtenues au lendemain du début des négociations. Avec tout ce que nous avons reçu au niveau de Libreville, avec nos frères au niveau de la province de la particulier pour la moto, et nous nous sommes dit que non, vraiment c'est important d'attendre que vraiment nos frères puissent combattre pour nous au niveau du frère du président de la République, le président Olingi, afin que le dossier puisse prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, je viens d'enlever cette banderole parce que un frère est venu nous croiser. Et on était triste. Un frère est venu nous croiser qui est notre grand frère, papa Eric, qui est venu nous parler concernant l'avancement du dossier auprès du président de la République. Et nous sommes contents. Nous sortons de la salle du gouvernorat vraiment dans la joie parce que nous savons que lui, il va faire quelque chose auprès du président Olingi concernant le dossier de la main-d'œuvre qui a trop duré au niveau de cette nation. C'est donc avec des mots justes et forts de la compassion que Eric Dani Mwele a eu lors de cet échange avec les agents du Citramol que ces derniers ont décidé de reprendre le chemin de leur administration avec l'espoir que leurs revendications trouvent des solutions. Les fils et filles de l'abbaye Bricolo réunis au sein de la plateforme Le Touangami se sont retrouvés le week-end écoulé pour dresser le bilan de la mission d'inspection effectuée par les membres de l'association dans le département et annoncer les projets réalisés qui nécessitent l'implication de tous, lesquels projets visent à améliorer les conditions de vie des populations de cette partie du Gabon. Le point avec Ingrid Bijou-Mombo Bibambou, Jean de Dieu Ogomse Mambundu, Aristide Imombo. 4 points inscrits à l'ordre du jour de la rencontre des ressortissants du département de l'abbaye Bricolo réunis autour de la plateforme Les Touangami. Le premier point concerne donc la genèse de cette plateforme. Le deuxième point a trait donc au compte rendu de la mission que nous avons effectuée récemment sur le terrain. Le troisième point de l'ordre du jour concerne l'échange avec l'assistance, les discussions, les réactions du public. Les échanges visaient à réfléchir sur les dynamiques de développement à mettre en place pour, in fine, l'amélioration des conditions d'existence des populations dans un esprit d'inclusion. Donc le problème de la route est un problème central. Et ce problème central donc, a amené à la création de cette plateforme. Et nous avons commencé à travailler. Nous voulons que chacun apporte sa pierre à la résolution des problèmes du terroir. Nous ne pouvons pas exclure des compatriotes. C'est un renom de sensibilisation pour que chacun, avec les moyens de son travail, avec le fruit de son activité professionnelle, telle que le commerce, le travail salarié, que chacun puisse contribuer lorsqu'il y a une opération à faire pour le département, que chacun puisse contribuer en apportant le minimum nécessaire. Nous voulons contribuer à la résolution du problème de logement du prophète. Le prophète vit dans des conditions très difficiles et à long terme, ça va être la participation à l'élaboration de certains ouvrages sur la rue de la Boumi. Les Touangami est une association qui a vu le jour en 2023 dans l'optique de création d'une synergie d'action de développement de l'abbaye Bricolo. La page sportive de ce journal, lancée le 12 mars par les tennisman du Gabon, l'Open Edith Lucie Bongo Ndimba, ancienne première dame du Gabon, vient de s'achever. Les précisions dans ce reportage de Alan Mendingue, Roméo Limbini et Joséphine Mbumba Avunanga. Pas la même configuration. Coco Suzanne Langlaine, Flushing Meadows encore moins au Wimbledon. La finale single présente un duel de tennismen aux raquettes bien frappées. Kumba Christopher, numéro 3 du Gabon en blanc, face au numéro 2 Ondo Obiang Lloyd en rouge. Des aces, des deuces, des extensions et des fins de gestes qui marquent l'intensité de la partie en 4 sets distincts et la victoire revient à Christopher. Tellement je suis content d'avoir remporté cette compétition, c'est ma première fois de remporter une compétition au Gabon. À chaque fois que je viens, je fais soit la demi-finale ou quart. Et là, c'est ma première fois et je suis vraiment content. J'espère que la prochaine fois, je vais encore gagner encore. L'organisation autour de l'Open en mémoire de la défunte première dame Edith Lucie Bongo Ndimba
réunit la qualité locale de la balle verte fluorescente. On a mené des monde justement pour rehausser le niveau et aussi pour dire à nos autorités que le tennis existe. Mais il faut éventuellement mettre les choses en place pour qu'on puisse organiser ce genre de compétition. La particularité du tournoi qu'on a appelé Edith Bongo, c'est de redonner l'amour à notre sport. Madame Bongo était une personne qui aimait le tennis, qui jouait elle-même, qui pratiquait le tennis. On a voulu mettre en avant et le fait, et l'amour du tennis, et le fait de mettre en avant le tennis féminin, de parler en tout cas du tennis, même s'il n'y a eu que des matchs d'hommes, mais on voulait parler aussi du tennis féminin. Le courtside aura vu tout au long de cette Open des duels au sommet pour une médaille. Une édition 2024 qui a eu la particularité de se jouer avec des internationaux. Et c'est sur cette note sportive que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. À demain, 23h. Au revoir.